Bonjour à tous, bienvenue à notre présentation sur Pascal Quignard et des extraits de deux de ses œuvres les plus récentes qui sont Muraille et pensée, écrite en 2014, et Les larmes, écrites et publiées en 2016. Donc nous allons travailler sur une hypothèse qui est bien sûr basée à partir des éléments en commun entre les deux textes, mais aussi des éléments qui sont très relâchés avec la vie personnelle de Pascal. Voici l'hypothèse à travailler. Dans le texte Muraille et pensée et le larme, l'auteur Pascal Quignard montre une opposition entre liberté et condamnation qui se matérialise à travers la pensée. Cette opposition produit un sentiment de solitude qui se reflète dans les personnages des œuvres. Par rapport à la condamnation, la pensée peut provoquer des idées ou des émotions qui conduisent le personnage à l'enfermement ou à avoir des sentiments négatifs, en sachant que personne ne peut s'enfuir de sa propre pensée. Par rapport à la liberté, et à partir de la réflexion de sentiments et d'idées, les personnages modifient leur comportement et effectuent des actions qui leur font se sentir libres en critiquant leur réalité. Pour commencer, nous verrons quelques informations biographiques de Pascal. Nous n'entrerons pas en détail de sa vie, mais nous allons prendre quelques faits, quelques événements très particuliers qui ont beaucoup grandement influencé sa production littéraire et des aspects comme la sensibilité, l'émotionnalité et l'émotivité. Donc, qui est Pascal Quignard? Bon, il est un écrivain, un scénariste, ça veut dire qu'il compose des œuvres théâtrales français. Il est un chercheur musical, un violoncelliste et aussi un fondateur. Fondateur de quoi? Il a fondé le Festival d'opéra et de théâtre baroque de Versailles. Pourquoi baroque? On verra qu'il a une grande passion pour tout ce qui s'appelle baroque. La littérature baroque, la musique baroque et des instruments de musique baroque, etc. Donc, le baroque a une grande influence dans l'œuvre de Pascal à cause de son intérêt pour la littérature classique aussi et pour différentes époques de l'histoire. Il est né le 23 avril 1948 à Verneuil-sur-Avre. Il est né dans une famille de grammairiens et d'organistes. Ça veut dire que quand il était petit, il était un enfant, il déjà connaissait quelque chose sur la musique et sur la littérature aussi. La philosophie, la musique et la littérature étaient présentes toujours dans sa vie. Donc, il croyait que il croit que ce sont des formes artistiques qui doivent être présentes toujours dans une œuvre littéraire. Il a étudié la philosophie pendant plusieurs années avant de se dédier complètement à l'étude musicale et à l'étude littéraire et depuis la fin des années 60. Mais quand il était 18 mois, ça veut dire 1948, il a subi une crise d'autisme. Et après, quand il était 16 ans, il a subi une crise d'autisme et d'anorexie. Donc, il a subi deux scènes, des temps très difficiles par rapport à sa santé. Donc, dans ce temps de convalescence, il était seul et il s'éloignait du reste de la société. Et dans ce temps, il a dit « Ce silence est sans aucun doute ce qui m'a fait décider d'écrire. Je peux conclure l'accord suivante. Être dans la langue en gardant le silence. » Donc pour Pascal, il pensait que la seule façon de faire taire, d'exprimer tout ce qu'il sentait, tout ce qu'il voulait transmettre, était à travers le langage. Alors il commençait à rechercher quelques ressources linguistiques, quelques ressources littéraires pour s'exprimer et aussi quelques formes artistiques comme la musique. Pascal Quignard est un homme de décision radicale.
Quand il était en train d'étudier la philosophie à l'université, il a lu quelques intellectuels, quelques philosophes existentialistes, surtout des caractères existentialistes, tels que Jacques Lacan, Jacques Derrida, Michel Foucault et Spinoza, qui ont parlé d'une thématique très spéciale pour l'œuvre de Pascal, la pensée. La pensée est une thématique qui vient directement de la philosophie et Pascal amène à la littérature et avec la mélange de la pensée avec des personnages, des métaphores, des événements historiques, etc. Cette utilisation de la pensée reflète la thématique centrale des œuvres Muraille à penser, comme son nom le dit, et les larmes. Parce que ici, la pensée, c'est la représentation de la condition humaine, mais de la réflexion, surtout de la réflexion en soi-même, de la réflexion et des actions de pensée et eux-mêmes est aussi une réflexion morale presque proche de l'hermétisme et de la solitude. Dans ce sens, Pascal Quignard s'intéresse aussi pour l'histoire, spécialement, non seulement l'histoire en général, mais spécialement l'histoire des langues, l'histoire de littérature ancienne, et raison pour laquelle il a lu quelques récits de littérature ancienne comme la littérature romaine, la littérature grecque, la littérature médiévale et surtout la littérature française. Mais il a lu aussi des narrateurs orientaux, quelques récits comme Les Mille et une nuits. Et cette forte influence littéraire se reflète par les œuvres dans les personnages qui utilisent parce que ce sont des personnages réels, des personnages qui ont existé dans la vie réelle, comme par exemple Charlemagne, qui est un des personnages dans Muraille à penser, et par exemple Louis XIV. Et Pascal leur donne et leur fait voyager dans. Quand il était à l'université, il est en train d'écrire sa thèse universitaire qui est sur les rôles de la langue et dans le pensée. Et c'était un temps difficile parce que sa thèse universitaire a été franchie par des événements de mai 68 de mai française. Donc quand ces actions ont passé, Pascal a décidé de quitter l'université. Il a décidé d'abandonner l'académie pour commencer à étudier chez lui les instruments de la musique comme les pianos, l'orgue, l'alto, les violoncelles et les violons. Donc il a appris à jouer ces instruments qui sont très caractéristiques de la musique baroque et il a vécu une situation d'enfermement partiel. Et comme Pascal Quignard est un homme de décision radicaux, son année décisive est venue en 1994, quand il a expérimenté et en incarnant des sentiments comme l'isolement, le confinement. Quelques années avant, il a accepté une charge publique et comme fondateur et comme j'ai déjà dit de les théâtres et aussi comme un lecteur actif d'un comité de lecture et d'une éditoriale. Donc il participait très activement dans quelques activités intellectuelles, surtout dans la lecture. Et il a approfondi ses connaissances de la littérature du XXe siècle, par exemple. Mais en 1994, il a décidé subitement de quitter tous les charges publiques qu'il avait volontairement, seulement pour se concentrer à l'écriture. C'était déjà la décision prise
Donc, et cet acte a été considéré par la critique comme un acte de désertion totale, mais c'était très important pour l'avance, pour le futur et l'avenir de la production littéraire de Pascal Quignard. Parce que dans cet homme, il a décidé de s'isoler, de s'enfermer et chez lui pour écrire des productions littéraires, on était détruites. Et parce qu'une grande quantité d'œuvres ont été publiées et multipliées efficacement et lues et bien sûr par beaucoup de personnes en France. Il a écrit quelques articles. Les lecteurs qui parlaient un peu plus sur son enfermement de son rôle comme lecteur des œuvres littéraires est aussi cet acte est une incarnation de la thématique de la solitude, de l'hermétisme, de la réflexion en soi-même, des problèmes et l'avantage de la pensée qu'il décrit dans ses œuvres. Donc, ce sont cet événement, cette décision de Pascal qui nous montre son vrai intérêt à écrire, sa passion pour la littérature, mais aussi quelques caractéristiques de son style littéraire. En parlant un peu sur le style littéraire de Pascal Quignard, on trouve que c'est un style très caractéristique. Le premier facteur qui caractérise l'écriture, une écriture qui n'est pas soumise aux règles conventionnelles. Donc, il rentre avec les structures établies d'une narration, avec la linéarité aussi, la chronologie d'une narration, d'une histoire, et il mélange un peu la réalité avec l'histoire et avec des personnages et des actions, des événements fictifs. Un autre aspect, c'est l'abondance, l'utilisation abondante de métaphores. Pascal Quignard se caractérise par l'utilisation de métaphores qui viennent des autres récits comme des mythes, des légendes qu'il a lu aussi, et qu'il utilise ces personnages pour construire de nouveaux œuvres. Un autre facteur, c'est la condition réflexive et existentielle de l'être humain, comme nous avons déjà appris que cette condition de la pensée amène à la condition existentielle et aussi c'est la réflexion sur l'être humain et sa nature. Un autre aspect, c'est l'expressivité, sensibilité profonde. Quand les personnages de Pascal parlent, comme par exemple on verra avec Auguste ou avec Roland, ces personnages parlent avec des sentiments de la solitude, des sentiments très spécifiques, des expressifs, des sentiments très profonds, relâchés avec l'être humain, comme la mélancolie, les désirs de la mort, la tristesse, la solitude, l'hermétisme, des choses qui ne peuvent pas être exprimées avec mots, mais qu'il essaye de traduire dans des mots qui ont une signification profonde et qui parlent un peu sur la situation morale et la situation mentale aussi des personnages. Une autre, c'est comme je viens de dire, l'utilisation de l'expression des sentiments des conditions telles que la solitude, la liberté, qui est partie de notre hypothèse, la pensée, la mort, mais aussi de l'histoire et de la religion à laquelle Pascal Quignard pose beaucoup de questions et la plupart sans réponse. Les larmes et mourir de pensée ont lieu dans le monde antique, où Pascal Quignard explore les origines de France et de la langue française à travers de quelques mythes et légendes médiévales des autres cultures millénaires. Aussi, il mélange des genres, par exemple, il utilise
l'essai, la poésie, le critique d'art, et tout ça des réflexions des mots. Aussi, il existe une rencontre entre la tradition et l'avant-garde. Pascal Quignard est un auteur inclassable dans un genre littéraire particulier, mais on peut dire qu'il a une influence importante du baroque. Aussi, il utilise la musicalité de tons opposés, puisque l'histoire se déroule grâce à la diversité des tons. Les ressources narratives qu'on peut trouver dans les œuvres sont l'ambiguïté et la fragmentation, parce qu'à travers des fragments, il nous raconte la tradition orale. Il n'y a pas une linéarité spécifique, puisque les histoires arrivent sans ordre apparent. Il n'y a pas de vérité narrative, mais interprétation infinie. Il faut être un lecteur bien informé pour comprendre les œuvres de Pascal Quignard, parce qu'il utilise diversité de voix, de versions, de disciplines et aussi des courants pour raconter une histoire et de cette manière faire la création d'un nouveau monde. De l'extrait de Mourir de penser de Pascal Quignard et sur la prison et sur le fait de penser et ses conséquences. Alors, ici, dans cette histoire, on trouve les frisons qui sont en train de se convertir au christianisme. Alors, le roi des frisons, il s'appelle Hachor, est en train de recevoir le baptême. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, le roi est en train de recevoir le baptême devant ses tribus, devant les chevaliers, parce que tout le monde veut se convertir. Mais il commence à se demander qu'est-ce qui se passe avec tous ses ancêtres, qu'est-ce qui se passe avec tous les rois qui l'avaient précédé. Alors, il se demande ça et il demande au prêtre la réponse. Et la réponse du prêtre est que tous ses ancêtres, que tous les rois sont dans l'enfer. Quand Rachel écoute ça, bon, il se retire de la cuve et il part vers les chevaliers. Et Rachel lui dit que c'est plus simple de suivre les plus grands nombres, les plus. Avec cette Rachel, c'est plus facile de suivre la multitude, que c'est plus facile de suivre la foule qu'être seul. Une chose importante de Pascal Quignard est qu'il prend des histoires classiques, il prend des mythes pour exprimer ou décrire quelque chose. Alors ici, dans nos pensées, Quignard prend le livre La légende dorée, que c'est comment réduire des récits. Alors ici, on trouve une petite explication sur la raison pour laquelle Rachor a fait ça. Alors, il dit que l'appartenance à un groupe, c'est plus agréable que l'isolement. Ici, Rachor a préféré ses ancêtres les rois à la vie éternelle du christianisme. Et aussi, il y a une petite comparaison entre le roi Rachel et le roi Louis XVI, parce que les deux rois ont dit que l'expérience individuelle est maudite. Alors, le collectif est plus important que l'individu. Ici aussi, on trouve une petite définition de pensée et une comparaison. Alors, penser, c'est comme la femme intellectuelle. Mais c'est comme le sexe, parce que le sexe et pensée ne sont jamais suffisants. Dans notre extrait, nous avons trois histoires.
Et la première, c'est l'histoire des chevaux. Dans cette histoire, on peut trouver la relation entre l'homme et les chevaux. Alors, les chevaux étaient avant l'homme. Spécifiquement, cette histoire nous raconte qu'un homme est en train de galoper sur le chevaux. Il est en train de le galoper, mais il faisait nuit, il est en train de pleuvoir. Et dans un moment, il arrive dans une colline. Mais dans cette colline, il y a quelque chose de bizarre parce qu'il y avait 3 hommes. Et le premier, il était nu, il avait une couronne d'épines dans sa tête et il était en train de crier et d'hurler. Et le deuxième homme, il avait une éponge dans sa bouche. Et le troisième, il était un soldat qui était en train de s'enfoncer sa lance dans son corps. La deuxième histoire s'appelle l'histoire qui arrive à Agus. Alors ici, on peut trouver un personnage, Agus, qui était le passeur de la rivière. Un jour, Agus était en train de travailler, mais il voit un guet. Un guet, c'est un type d'oiseau. Alors, cet oiseau était tombé sur une pierre. Alors, Agus pensait que le guet était mort. Il s'approche, mais subitement, le guet se pose sur son épaule et Agus sent qu'il doit quitter ce monde. De manière progressive, le caractère d'Agus s'assombrit et il abandonne son travail et son famille. Et la troisième histoire s'appelle La boîte à conserve et elle traite d'un homme qui allait de hameau en hameau avec une boîte sur son dos. Mais cette boîte était bizarre parce qu'elle avait 12 trous. Chaque trou avait un renouiller. Alors, quand il arrivait dans un lieu, et subitement, en criant, il disait 26 sous. Et après, le renouiller commençait à peut-être chanter, mais il y avait un son très bizarre parce que le son était comme un carillon obscur. Et subitement, les gens, quand ils écoutaient ce son, ils commençaient à pleurer. Comme c'est déjà vu, Pascal Quignard utilise la pensée pas seulement comme prison, mais aussi comme liberté. Alors, dans cette partie de l'exposé, je vais vous montrer comment est un personnage libre pour Pascal Quignard, mais libre à travers la pensée. Alors, pour Quignard, la liberté peut signifier être seul. Et pour penser, nous devons être seuls. Alors, si je veux penser, je dois m'éloigner des gens parce que personne ne peut pénétrer ma tête et penser pour moi. Non, c'est un processus individuel. Alors, ce n'est pas suffisant seulement être seul pour être libre. Non, pour être libre aussi, c'est nécessaire de critiquer la réalité à travers la pensée, réfléchir la réalité et peut-être dire si je suis d'accord ou pas par rapport à une situation. Alors, pour être libre aussi, c'est nécessaire de critiquer, réfléchir la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe quand je critique la réalité? Je fais quelque chose. Je change mon comportement. Alors, si je change mon comportement, si je passe des réflexions aux actions, je suis libre parce que j'ai choisi ce que je voulais faire. Alors, comme j'ai déjà dit, penser, c'est avoir faim, mais une femme intellectuelle. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai faim? Bon, généralement, quand j'ai faim, je vais chercher de la nourriture. Alors, être libre et changer le comportement. Alors, peut-être, je suis libre de choisir si, bon, je vais rester ici en train de mourir d'inanition ou je vais à la cuisine trouver quelque chose pour manger. Alors, je suis libre parce que je peux choisir qu'est-ce que je fais à partir d'une réflexion d'un état. Alors, être libre, c'est changer un état pour un autre. Dans Mourir de penser, on trouve un exemple de comment le personnage est libre, de comment Rachor est libre en critiquant la réalité. Cette décision de critiquer la réalité signifie être seul ou être abandonné. Alors, il renonce vraiment à l'immortalité future par pure solidarité logique avec les ancêtres morts. Pense que à part soi.
plutôt l'enfer éternel avec mes morts que le paradis seul. Alors ici, dans ce passage, nous pouvons voir comment Rachor avait deux options. La première, accepter le baptême, recevoir le baptême, être chrétien, ou être fidèle à ses ancêtres. Alors, il a choisi qu'est-ce qu'il veut faire. Il a choisi être fidèle, être seul. Dans ce passage, on voit comment les personnages se livrent à travers la pensée parce qu'il a choisi, il a décidé ce qu'il voulait faire. Mais le roi Rachor, loin de plonger l'autre pied dans l'eau froide, retire le bras droit qu'il avait commencé bien dire. Il se retire du groupe qui l'entoure. Il se retire en lui-même dans sa mémoire et remonte, de nom en nom, tous les morts de sa lignée. Il pense. La socialisation de petites kinèses qui apprennent la langue des pères morts sous les lèvres des mères vivantes, qui enterrent les groupes des aînés, est plus vitale que la réflexion des sujets qui vieillissent, qui se détachent et se méfient de tous les autres hommes. Ici, on peut voir que Rachor n'est pas seulement dans la réflexion, dans la critique de la réalité, mais il passe des réflexions aux actions. Alors ici, Rachor, oui, il a déjà réfléchi sur la réalité, sur ce qu'il ne veut pas être chrétien, et alors il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il retire les pieds. Pour finir cette partie de la pensée comme liberté, dans l'histoire qui arrive à Auguste, dans le livre Les larmes, on trouve. Alors Auguste, comme il renonçait à la compagnie des siens, se détourne de ses proches. Alors Auguste a décidé d'être seul. Il a été libre de peut-être. Il a choisi, je vais être seul, je ne vais pas rester avec ma famille. Alors il s'éloignait de son travail, de sa famille et de sa vie en général. Alors, pour résumer, la pensée peut signifier liberté si on critique, si on réfléchit la réalité et si on change le comportement. Alors, pour Pascal Quignard, c'est très important pour penser être seul, parce qu'à travers la pensée, nous pouvons trouver la liberté que tous les hommes sont en train de chercher. La prison apparaît comme la conséquence de la condamnation de pensée, c'est-à-dire la prison comme quelque chose qui ne permet pas s'approcher aux autres grâce à la constante attitude d'introspection. Ça implique tomber dans la solitude, dans l'enfermement de soi-même et aussi de s'éloigner du monde extérieur. L'auteur montre dans les œuvres en question que l'action de penser et de réfléchir sur les éléments et les événements de la vie conduisent à l'individu dans un chemin fermé où il ne trouve pas toujours de réponses, un chemin sans issue où il est pris dans le cercle vicieux de se questionner son existence. La solitude signifie qu'il faut se retirer des gens et du monde de l'extérieur pour être capable de penser. Ça veut dire l'isolement. Mais aussi, la solitude signifie un sentiment de tristesse et de mélancolie pour avoir absence de quelqu'un ou de quelque chose. L'enfermement, ça veut dire entrer dans ses propres réflexions, permettre l'accès des personnes. De façon progressive, le caractère d'Auguste s'assombrit. Il commença par négliger son service au bord du fleuve. Il abandonna sa barque dans les joncs. Il laissa la pluie l'envahir de l'eau de sa verse. Au bout de 2 saisons, sa femme et son fils se lassèrent de sa tristesse. S'entretirent ensemble fiévreusement, puis on les a fait partir le lac.
L'expérience individuelle, le sume, la recherche intrépide, l'art, l'étude, l'extase, tout ce qui détache de la famille, tout ce qui émancipe du groupe, est maudite. Murray a pensé. S'éloigner du monde extérieur signifie laisser tout le monde connu et ne pas regarder derrière en cherchant son propre chemin, quoique ça signifie l'oubli des siens. Penser au risque de perdre l'estime de sienne, au risque de quitter l'odeur humaine, au risque de s'éloigner du cimetière, au risque d'être banni de sa ville, au risque d'être excommunié, au risque de mourir, tué par les Français dans la solitude d'une chambre d'auberge. C'est Spinoza. On ne se connaît pas bien soi-même, seulement dans un espace pour la réflexion, l'observation et l'analyse, écarté de toute distraction de l'extérieur qui peut interrompre ce processus. Cet espace est la prison de la pensée, car au milieu de lui, on peut essayer de déchiffrer ce qu'on est et ce qu'on pourrait être. Mais cette constante réflexion et pensée nous éloigne des chaînes de croire seulement, comme le cas du roi Rachor, finit par être en prison, où la pensée est celui qui nous trace le chemin et pas notre volonté. Autant je trace ton chemin, autant tu le dévores. Ayant analysé les deux extraits, Murray pensait les larmes, et nous pouvons obtenir quelques conclusions générales du texte de Pascal Quignard. La première conclusion, c'est que la thème principal, la thème centrale, c'est la pensée. La pensée vient directement de la réflexion philosophique, mais c'est le miroir de l'être humain. C'est le reflet et de la condition humaine, l'action permanente de réflexion constante dans tout ce que nous faisons et que nous pensons sur nous-mêmes et sur la société ou la réalité. Donc, dans la pensée, on trouve une position. La pensée peut être une liberté, mais ceci peut être une condamnation. Et condamnation dans la mesure où elle est les personnages comme par exemple Auguste, qu'on risque le risque de être toujours en pensant quelque chose qui ne sont pas positifs parce que la pensée peut provoquer quelques sentiments négatifs, sentiments de la doute et de la culpabilité, sentiments de pensée de la mort qui font que le personnage soit toujours en train de penser et de s'enfermer dans sa propre pensée sans voir une perspective extérieure, sans voir le monde extérieur. Et les conséquences de cette condamnation peuvent être la solitude, l'isolement, l'enfermement et l'hermétisme des sentiments, bien sûr des pensées. Mais la pensée comme liberté se reflète dans les personnages quand ils prennent des décisions parce que c'est la liberté de la pensée. Et quand nous pensons, nous pouvons nous sentir libres. Après, avec aussi la critique à notre réalité et le changement, la modification des actions. Si on pense quelque chose, on va agir pour changer ou pour faire cette chose que nous pensons. Mais la pensée n'est pas toujours libératrice. Donc, c'est la réalité de cette opposition. Et cette opposition en général des œuvres vient directement de la vie personnelle et de la réflexion
dans notre œuvre et de la vie de Pascal Quignard, qui parlait beaucoup de sa condition et grâce aux études de philosophie qu'il a eues. Les dernières conclusions font allusion à un style littéraire, par exemple l'utilisation de ressources littéraires de Pascal. Quelques ressources littéraires dans des œuvres sont, comme nous savons, c'est des métaphores. Et dans ces cas, nous pouvons trouver des métaphores plus que des animaux. Des animaux qui ont un symbole qui est presque culturel, mais aussi historique. Et cette métaphore vient aussi de notre récit, de notre histoire, de notre mythe, notre texte et dans notre langue et littérature. Mais cet exercice de mélanger ces personnages historiques, ces personnages réels ou ces personnages littéraires, cet exercice de l'intertextualité. Et c'est très intéressant de voir comment l'intertextualité est présente dans l'écriture de Pascal. Et en dernier lieu, nous avons la réflexion conditionnelle, mais aussi la présentation de la condition de pensée comme une besoin. Et en dernier lieu, nous avons la réflexion de la condition humaine, mais aussi la présentation de la condition humaine de pensée comme un besoin, comme une nécessité que nous avons, que l'être humain a. Et c'est la raison pour laquelle il parlait de la sensibilité et l'importance de l'expression des sentiments les plus profonds et exercer la pensée, bien si nous voulons qu'elle soit la liberté ou qu'elle soit la condamnation. Merci de votre attention.